Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission L'actualité à la loupe. Ce dimanche 23 mai, tous les regards étaient branchés sur le stade Charles de Gaulle de Porto Novo. L'événement important du jour, l'investiture du chef de l'État, Patrice Talon, pour son second mandat constitutionnel de 5 ans. En lieu et place du tintamarre des grands jours avec le défilé des chefs d'État, c'est à une cérémonie sobre avec des personnalités politico-administratives et religieuses de la République triées sur le volet qu'ont eu droit, bien sûr, les citoyens. Comme à son habitude, à travers un discours d'une dizaine de minutes au plus, Patrice Talon est revenu sur les grands axes de son combat pour les 5 prochaines années. Retour sur les grands enseignements de la cérémonie d'investiture et surtout sur les grandes lignes de discours du chef de l'État avec nos invités sur ce plateau que vous allez découvrir juste après ceci. Voilà, nous y sommes avec mes invités. Hassan Seibou, il est député à l'Assemblée nationale et de la 8e législature, bien sûr, élu sur la liste BR dans la 14e circonscription électorale. Monsieur l'honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci. En face de l'honorable Hassan Seibou, Georges Anagonu, analyste politique, il est également socio-anthropologue. Bonjour, monsieur Anagona. Bonjour, madame, bonjour, honorable, et bonjour aux auditeurs. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez apprécié ou quel est le regard que vous portez sur la cérémonie de façon globale d'investiture dimanche dernier? Merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous êtes appelé à diriger une structure ou une institution, vous devez faire en sorte que vous puissiez laisser des marques pour qu'on puisse dire voilà qui a fait ça. Et donc, quand vous commencez depuis 2016, le président Talon marque de sa simplicité les cérémonies d'investiture que nous avons. Et donc, cette fois-ci, il n'a pas raté, il n'a pas dérogé à la règle et il est resté fort simple. Une cérémonie, j'ai appris, des gens ont dit le stade n'est pas plein et on rit, ils pensent qu'il y a des endroits où il faut dépenser de l'énergie. Et que pour d'autres, on n'en a pas besoin parce que, bon, voilà, on peut faire les choses aussi simplement que possible. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on a commencé depuis les élections. Les gens n'aiment pas trop dire ça, mais les élections ont été financées par le Bénin nous-mêmes parce qu'on a simplifié des trucs. Cette simplification-là permet dans ma gueule de réserver de l'énergie pour aller l'utiliser ailleurs. Et donc, c'est comme ça que moi j'apprécie la cérémonie d'investiture. Ça n'a pas empêché de dire l'essentiel de ce que le chef de l'État veut dire aux Béninois. Et c'est ça qui est important. Est-ce que les Béninois ont entendu ce qu'il a dit? D'ailleurs, si nous sommes avec vous ici ce matin, c'est pour décrypter tout ce qu'il a dit ce jour-là. La cérémonie, elle était fort simple, mais elle nous permet, de cette manière de faire la cérémonie, nous permet de réserver de l'énergie pour aller l'utiliser ailleurs. Alors, pour la deuxième fois consécutive, la cérémonie d'investiture du chef de l'État s'est déroulée sans la présence des chefs d'État étrangers. Et qu'est-ce qui justifie, selon vous, cet état de choses? C'est quoi ça fait? Qu'est-ce que ça fait lorsque on a l'investiture et on invite les chefs d'État étrangers? Qu'est-ce que ça fait? Mais quel est le rôle de la invitation alors? Ces gens, des amis se retrouvent. D'accord? Mais le président Talon trouve que ce n'est pas le moment d'inviter les amis. Et que ce qui est important, c'est que les institutions de la République, citées par la Constitution et devant lesquelles il doit prêter serment, que ces institutions-là soient présentes et que la portion de la population béninoise qui doit être là puisse être là, puisque le président, d'abord, c'est pour nous, c'est pour les Béninois. Et donc, bon, est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas trop dépenser? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons de l'énergie à déployer ailleurs et pendant les 5 ans, il a montré
qu'il y a des endroits où on peut déployer de l'énergie. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est le Bénin qui présente son président aux autres nations. Ce n'est pas les autres nations qui nous imposent un président. C'est le Bénin qui présente un président aux autres nations. Et donc, les Béninois ont accepté, ont assisté à l'investiture du président de la République. Et désormais, c'est lui qui nous représente à l'extérieur. En ce moment-là, il pourra prendre contact avec lui. Honorable Hassan Seibou, à ce propos, depuis 2016, très peu de personnalités étrangères ont foulé le sol béninois dans le cadre des visites diplomatiques. Alors, le Bénin a-t-il décidé de vivre en autarcie ou est-ce un isolement diplomatique? Merci. Non, j'avais voulu dire aussi à la suite de mon collègue qui est très éloquent, vous savez, c'est difficile de parler après lui. Je pense qu'il a dit exactement tout ce que fait le président Talon depuis 2016. Vous devez lire dedans une option. Vous choisissez d'inviter des chefs d'État étrangers. Quel est l'aspect indispensable de la question? C'est quoi une investiture? C'est quoi une investiture? Nous faisons tout pour économiser de l'argent, il faut le dire, pour investir. Si vous invitez 20 chefs d'État, vous savez ce que ça coûte pour la nation. Alors que c'est une cérémonie où le plus important, c'est la Cour constitutionnelle, c'est le grand chancelier, c'est tout. Tout le monde peut être absent. Cette cérémonie aurait été validée. Mais pourquoi nous allons toujours nous affabuler nous-mêmes de choses qui sont dispensables? Cette cérémonie, s'il ne se restait qu'à Talon, moi je crois qu'on aurait fait au palais dans un bureau. Hein. Bien sûr, c'était ce qu'il avait proposé. Oui, il est tellement simple, mais c'est l'aspect, comment on appelle, institutionnel. Prêter serment devant l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, c'est tout ça qui fait qu'il fallait aller à Porto-Novo. Mais aussi, les deux élections, il faut savoir, psychologiquement, l'autre, nous l'avions terminé dans des conditions assez difficiles. La sécurité, vous allez avoir trop de soucis de sécurité. De la même façon, ici, vous avez vu ces contenus, c'est des personnes essentielles qui ont été invitées avec des cartes d'invitation. Si vous voulez faire quelque chose de sérieux, vous le faites avec des cartes d'invitation. Vous invitez, vous savez qui entre au stade, qui ne rentre pas. Je pense que c'est plus sérieux comme ça que d'ouvrir à une masse où on ne sait même plus qui est qui. Non, je pense que, comme il l'a dit, c'est une marque du président Talon de voir ça comme ça. Quelle est votre appréciation de cette investiture de façon globale, l'organisation? C'est une cérémonie, vous avez vu, très bien réussie. Quand vous faites quelque chose dans une dimension maîtrisable, vous êtes satisfait. En 1 heure de temps, on a tout terminé. Après 1 heure de temps, tout le monde est parti. Et la cérémonie était bien. Qu'est-ce qu'on a regardé qui n'était pas beau dedans? On n'a pas besoin de perdre notre énergie dans des choses inutiles. Je crois que c'est ça le message. Sur la question de l'arrivée des diplomates ou des gens à l'étranger, le Bénin ne vit pas en autarcie. Nous avons un ministère des Affaires étrangères, ne l'oubliez pas. Nous sommes en relation avec tous les pays. Tous les ambassadeurs accrédités chez nous étaient là. Et dans la gouvernance du président Talon, remarquez que nous avons même réduit le nombre de nos représentations diplomatiques. Parce que quand un diplomate est déjà présent, son pays est présent. Et il y a des diplomates qui ont compétence sur plusieurs États. Pourquoi voulez-vous que son chef d'État soit là avant que ça n'ait de l'importance? C'est vrai qu'en Afrique, quand on a une cérémonie, on veut inviter tout le monde. Cette habitude du Béninois d'inviter, de vouloir voir tout le monde à sa cérémonie et à la fin, aller s'asseoir et pleurer dans sa poche et dire, mais vraiment, c'était même regrettable. Mais on veut toujours faire la concurrence comparée aux autres. Nous ne voulons comparer le Bénin à personne. Et c'est ce que le président Talon a compris. Vous avez vu dans le discours, il a tellement parlé, nous, que c'est ensemble que nous faisons ces options-là. Nous ne voulons pas nous comparer à quelqu'un. Nous voulons être le Bénin et le Bénin singulier, identique, particulier et qui donne des leçons
au monde. Également, une fausse note a fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr de la disposition des couleurs nationales par les forces des armées nationales. Alors dites-nous, est-ce la conséquence de la pression? Ça, c'est des choses inutiles. Écoutez, si quelqu'un s'est trompé ou bien il a porté une chemise à l'envers, ça suffit pour qu'on dise que sa cérémonie n'est pas bien. Le drapeau national, mais celui qui le portait, est-ce qu'il savait qu'il y avait cette erreur-là? Il ne savait pas, lui porter la chose correctement. Si on lui avait dit, attends, change ça, il aurait changé. Mais la faute est à qui? La faute est à quoi? À personne. Personne n'a eu la volonté de mettre à l'envers un drapeau ou quelque chose. Ça, c'est certain. Encore à une cérémonie solennelle. Mais est-ce que ça a empêché au président Talon d'être le président de la République? Est-ce que ça a empêché que l'investiture se fasse? Est-ce que ça n'a pas donné... L'essentiel a été fait. Si vous n'en parliez pas, moi j'étais assis, j'ai rien vu. Je suis sur 95%. Les observateurs vraiment ont constaté. Vous savez, dans tout ce que vous faites, il y a des gens qui ont des ragots, des papotages. Si on quitte cette émission, quelqu'un dira que vous avez trop souri. Quelqu'un dira qu'ils étaient tous habillés en choses là. Simple, pourquoi ils ne sont pas en veste. Ça, c'est son problème. Ce qui est essentiel, c'est ce qui nous a amenés là-bas. Ils ne pouvaient même pas avoir le drapeau. Ça, c'est une cérémonie qui regarde les militaires. Nous, ce qu'on voulait, c'est que le président prête serment devant la Cour constitutionnelle et on lui dit, on vous renvoie à vos fonctions. C'est tout ce qu'on cherche. Le reste, c'est les atours d'une cérémonie. Non, 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 non. Le militaire marche, il parle, il fait gadavou. C'est dans les militaires que ça a des sens. Moi, c'est pas... Il ne faut pas s'arrêter à des petits détails et ça, c'est ce qui arrière les Africains. Ce qui n'est pas important, c'est sur ça qu'on veut. On dit fausse note. Quelle fausse note? Il y a eu toutes les notes. D'accord. Même le président, quelqu'un me dira qu'il y a fausse note. D'accord. Cela n'engage que vous. Revenons à présent au discours d'investiture du chef de l'État, M. Georges Anagonu. Quelle est votre appréciation sur ce discours? On va parler de façon globale avant d'aller en profondeur des messages. C'est un discours qui est plein d'engagement. Plein d'engagement. Et ça dénote de la bonne volonté. De la bonne volonté. Et c'est comme on dit dans le syndicalisme, vous demandez beaucoup, mais vous savez à peu près ce que vous pouvez obtenir. Le président de la République, il a une ambition, une grande ambition pour le Bénin. Vous voyez, quand il dit « je ne me compare pas aux pays qui sont au même niveau que nous », moi je veux que le Bénin soit comparé aux États-Unis, mais c'est une grande ambition, mais qui demande un travail de fou. Un travail de fou. Mais voyez-vous pourquoi on disait tout à l'heure qu'on n'a pas le temps pour faire les accessoires. Parce que ce qui est devant nous est si important. Et là où nous voulons aller, c'est si loin que nous devons, comme on dit, qui voyage loin menace sa monture, nous devons nous préparer pour ça. Et donc, ce discours, si, comme vous l'avez dit, on entrera dedans, mais moi j'ai apprécié un discours simple, mais plein d'engagement, plein de promesses. Et il sait, le chef de l'État, c'est que les Béninois ont des attentes. Et ce discours est venu répondre à beaucoup d'attentes. Et tout à l'heure, peut-être, si vous me donnez l'occasion, on aura l'occasion d'en citer. Moi, d'abord, j'ai vu un président qui écoute son peuple, mais qui écoute aussi les critiques. Et ça, c'est le président Talon, ça. On veut pour preuve que son intervention il y a 3 jours sur une chaîne peut-être concurrente à la vôtre, mais qu'on soit en train de parler de son gouvernement, de faire le décryptage, de reprocher des trucs, et que le chef de l'État décroche son téléphone pour appeler. Vous trouvez que celui-là, il est très ouvert au débat. Il est très ouvert, il n'était pas obligé. Parce qu'après, il y a le porte-parole du gouvernement, le gouvernement va s'installer, on va poser ces questions, mais il reste à l'écoute. Pourquoi je dis ça? Moi, je prends deux phrases ici. Il dit un quinquennat hautement social. Un quinquennat hautement social. Et après, il dit, on va même changer de devise. Si c'est moi, je prends. Il faut que les gens le comprennent. Il dit, moi, je prends pour devise. Par rapport aux objectifs que je me suis fixés, je parle de la liberté, je parle de la démocratie et je parle de la bonne gouvernance. D'accord? Vous n'avez pas oublié que ces temps-ci, les institutions d'évaluation sur le plan international ont trouvé que sur le plan de la démocratie, sur le plan de la liberté, que le Bénin a reculé. D'accord? Et le chef de l'État a entendu.
Et il dit, d'accord, si c'est ça, le quinquennat qui vient, je vais encore foncer plus dans ce domaine-là pour pouvoir répondre à la quête, si c'était une quête qui existait, pour pouvoir répondre à la quête. Moi, je reste juste sur ces deux éléments-là pour peut-être passer des journées à analyser le discours du chef de l'État. Nous devons avoir un quinquennat hautement social. Qu'est-ce qu'il veut mettre dedans? Je vais travailler et je prends pour devise liberté, démocratie et bonne gouvernance. Je pense que ces credos-là, si on les prend, on peut comprendre où est-ce que le chef de l'État veut nous conduire. Honorable Hassan Seibou, dites-nous, dans ce discours du président de la République où il a mis l'accent sur le social, à quoi est-ce que le Béninois peut-il désormais s'attendre concrètement? Je voudrais faire d'abord un petit recul sur cette question-là, pour dire qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit du discours lui-même, tel qu'il a voulu que cela soit perçu, avant d'apprécier tous ces engagements. Vous allez voir que dans ce discours, le mot « ensemble », il y en a eu au moins 8. Il est revenu sur le mot « ensemble » plus de 8 fois. Collégialement, collectivement, c'est ensemble que ça veut dire, le chef de l'État veut se poster comme l'homme qui ne fait pas, mais il fait avec le peuple ensemble. C'est comme s'il est venu dire, tout ce que je vous dis que je peux faire, je ne peux pas le faire seul, c'est vous, c'est avec vous. Il a même dit, au moment de l'évaluation, nous pourrons nous rendre compte de ce que nous avons. C'est-à-dire, cet état d'esprit de dire ce que nous avons fait, je le dis aujourd'hui, c'est ensemble que nous l'avons fait. Donc c'est avec les Béninois et c'est ensemble que nous allons y arriver. Donc, pas du tout. Il n'y a nulle part où il a dit j'ai fait ceci. Quand il a parlé à la première personne, toujours du singulier, quand il dit mon mandat, c'est quand il veut parler de la responsabilité qu'on lui a confiée de conduire le peuple. Il dit, je suis fier d'être de ce peuple. Tout le temps. C'est constant dans le discours. Et quand quelqu'un se répète de cette façon-là, c'est la première des choses qu'il faut retenir dans l'esprit, comment il veut avancer. La deuxième chose sur la question que vous m'avez posée sur question sociale, mais lorsque vous êtes ensemble, vous voulez aller ensemble avec des gens, il estime que le premier mandat, les gens l'ont critiqué, l'ont observé. Ça veut dire qu'il a écouté et qu'en plus, il indique que le premier mandat a été celui de la mise en place des infrastructures pour faire du social. Ça veut dire que c'est maintenant l'heure est venue de s'occuper de cet aspect plus que de la fondation. Si on dit électricité, nous n'avons plus rien à reprendre. Si on dit l'eau, nous ne sommes plus au début. Son mandat était à sa phase de croisière au moment de cette élection-là. Donc il est sûr qu'il va achever. Il a même donné des délais pour certaines choses. Dans 30 jours pour l'électricité, dans quelques années pour l'eau, ainsi de suite. Il a donné des échéances. Mais dans ces échéances-là, qu'est-ce qu'il veut faire si les autres ne se prennent que 30 mois et autres? C'est qu'il a écouté les Béninois et lors de la tournée de campagne, il le disait souvent, le quinquennat prochain sera celui social. Celui social ne veut pas dire celui qui va venir distribuer de l'argent. Non, le social pour l'État relève de ses responsabilités régaliennes. Ça veut dire les domaines qui sont de la responsabilité reconnue juridiquement de l'État. Il s'agit de la santé, de la sécurité, enfin, tous les domaines dans lesquels l'État a obligation d'encadrer ou de mettre l'environnement qu'il faut pour que le bien-être y soit. Et pour ces points-là, vous avez vu, il a donné des repères. Il a indiqué, ce discours était court, mais tellement dense. Il contient tout. Parce que c'est presque un discours-programme. Dans tous les domaines, quand vous prenez dans les responsabilités régaliennes de l'État, il a donné des objectifs clairs. Donc, et ces objectifs-là sont pour la plupart des objectifs sociaux pour ce quinquennat.
Il dit nous allons poursuivre les infrastructures pour assurer le bien-être. Ce n'est plus le quinquennat où nous avons le souci de régler des problèmes infrastructurels urgents. Nous voulons de routes, nous voulons assainir nos villes. Aujourd'hui, tout le monde sait, et il le dit, si nous avons même fait ça dans une certaine divergence, plus unis, nous serons capables d'aller plus loin. Ce qui est important dans ce discours-là, c'est ces aspects sur lesquels il est revenu socialement. Alors, sur le plan social, ça dit que le Béninois peut se dire désormais que c'est le moment de desserrer les ceintures? C'est d'abord une chose qu'il faut dire quand quelqu'un dit « je veux faire du social », c'est qu'il espère ou il veut faire en sorte que chacun le ressente dans sa poche, dans son bien-être personnel, un changement s'il croyait qu'avant, il était serré. Parce que tout le monde ne se plaint pas, il faut le dire. Mais une grande partie des gens estiment qu'il a passé le temps à faire de l'investissement pour créer le cadre. Maintenant, ils veulent sentir dans leur vécu quotidien une amélioration de leurs conditions de vie. C'est ça qu'il faut plutôt voir, comprendre dans ce que dit le président à ce niveau. Serrer la ceinture, écoutez, tous les jours, chacun serre la ceinture. Si vous desserrez la ceinture, non, mais si on serre trop la ceinture, on va trop maigrir. Non, on sera plus opérationnel pour le peuple. Si ce qui se faisait, vous avez amené à serrer la ceinture à un niveau donné, il est dit que dans le prochain... On peut encore continuer de serrer. Voilà. Ça ne va pas s'enlever, parce que sinon votre propre vie sera perdue. Alors, Georges Danagonou, parlant les grandes lignes, bien sûr, de ce discours, le chef de l'État entend revoir de fond en comble la qualité de l'enseignement en mettant un accent particulier sur l'enseignement technique. Comment voyez-vous une telle réforme? En fait, sur ce plan enseignement technique et professionnel, le Bénin est en retard par rapport à certains de nos voisins. Et il faut le dire, moi, en 89-90, j'étais au Ghana. Et j'ai vu ce qu'était l'enseignement. C'est des lycées techniques que sortent les meubles que vous voyez. Les tables, c'est dans les lycées techniques qu'on fabriquait cela. D'accord? Et celui qui sort d'un lycée pareil, il n'a plus le temps de chômer parce qu'il peut faire quelque chose avec ses mains. D'accord? Aujourd'hui, si le chef de l'État, lorsque vous envoyez quelqu'un qui est formé dans un lycée agricole, lorsqu'il va au champ, il ne travaille plus. Il n'a plus la méthodologie archaïque qu'on utilisait. Il a une autre méthodologie, donc ça deviendra agriculture moderne. Donc, c'est nécessaire que là où nous allons vers un monde où l'homme même doit arriver à produire ses richesses. Nous allons dans un monde où l'homme même doit chercher l'auto-emploi. Dans d'autres pays, on aide les entreprises pour pouvoir apprendre aux jeunes à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Donc, ça doit être une très bonne initiative de dire que nous voudrions, au fait, réorienter notre éducation. Parce qu'en fin de compte, les pays où ça existe, on n'a pas les filières classiques existent, mais les filières plus pratiques, plus collées, et qui doivent former la jeunesse aujourd'hui elle-même à pouvoir se prendre en charge, c'est l'enseignement technique et professionnel. Et c'est sur ça que le chef de l'État vient mettre l'accent. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, on ne tombe pas dedans comme ça parce qu'il y a depuis un moment qu'on a envoyé même des enseignants se former dans ce domaine-là pour pouvoir servir dans ces lycées. C'est vrai, décider de construire 100 lycées professionnels dans le quinquennat, c'est poser la barre. Est-ce la panacée? C'est trop osé, non? C'est ce que je dis. Mais c'est l'homme de défi, justement. C'est l'homme de défi. Vous savez, à plusieurs occasions, il a montré sa témérité. Et qu'il est l'homme on aurait crié ici pour une économie qui dépend à 50% au moins des échanges que nous faisons avec le Nigeria. Et que ce Nigeria est arrivé un jour à dire, je vous ferme la frontière.
D'accord? Et dans ça, nous avons montré la résilience de notre économie. Ou bien ce qu'on dit actuellement, c'est pourquoi quand certains ont dit le Bénin n'est pas invité en France, j'ai rigolé. Ces sommets-là ne pouvaient pas se faire sans le Bénin. Parce qu'à la veille de ça, rappelez-vous, le Premier ministre Lionel Zinsou a dit sur une chaîne internationale que pendant que les pays avaient une croissance négative, que dans la zone, le Bénin avait une croissance plus 2. Qui peut encore dire qu'on peut croire, si ce n'est pas Zinsou qui le dit? Et ainsi de suite, ce serait bien. J'ai vu des gens qui ont dit, pourquoi aimons-nous à détruire notre pays? Moi, j'ai dit, dans mon métier d'ailleurs, dans mon métier, je suis appelé à défendre mon pays. Parce que sur le plan international, quand je sors en ce qui concerne la sécurité routière, ce que je mets en œuvre, ce que je mets sur la table, c'est ce que nous faisons au Bénin. Comment est-ce que nous évoluons? Nous devons aimer notre pays. Et si le président Talon, vous savez, il a tellement de l'ambition, surtout que, bon, ça peut aussi expliquer le fait qu'il ait voulu donner un nouveau souffle à ce ministère-là, qui soit s'occuper de ce travail. Peut-être que ce qu'il attendait ne venait pas. Et pour rigoler, c'est vrai que, bon, c'est mon ministre qui est parti, mais ce n'est pas grave, c'est le ministre de chez moi qui est parti. Alassane doit être, je ne sais pas, il n'est pas aussi frappé que moi, mais moi, le mien est parti. Mais j'ai compris que le chef de l'État se dit, ce domaine-là, je veux vraiment que ça avance, que ça est en train de vendre. Moi, je veux croire, je crois. Et ce qu'il faudra, effectivement, c'est qu'il faut former. Les gens qui sortaient de secours, par exemple, ils n'ont pas un lycée où ils peuvent même aussi aller former les gens. Désormais, si on a 100 lycées sur le territoire national, eh bien, nous allons former des gens qui, lorsqu'ils vont sortir, vont faire de potager, vont faire de légumes, vont faire du maïs, ils vont s'auto-employer. Comment est-ce que travaillaient nos parents? Je pense que c'est une manière aussi de lutter contre le chômage des jeunes. Et c'est une bonne initiative selon moi. Alors, honorable Hassan Seibou, dites-nous, est-ce que selon vous, le discours du chef de l'État est-il comblé le Béninois? Oui, bien sûr. Le président s'est campé dans ce qui reste comme défi. Le président ne s'est pas vanté dans ce discours. Il y avait beaucoup de choses qu'on attendait. Moi, je m'attendais à ce qu'il vienne nous dire, eh bien, vous avez vu, on a traversé la crise du Nigeria, ce que personne ne croyait dans ce pays, dans le monde entier, y compris le Nigeria lui-même. Personne ne pensait qu'on peut fermer une frontière du Bénin pendant 3 mois, frontière du Nigeria pendant 3 mois et que nous survivions et que le gouvernement ne soit pas déstabilisé. Le Covid-19 et tout ça. Tout ce que le Bénin a fait a été applaudi au plan international. Et tout ça là, il y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles le président aurait pu venir faire un bilan et nous rappeler qu'est-ce qu'il a fait. Mais à la nature de l'homme, il est venu nous dire les défis qu'il reste à faire, ce qu'il veut faire. Ce qu'il a fait n'a pas d'importance. Il dit c'est ensemble que nous avons fait. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de venir nous raconter ça. Ce qu'il nous raconte en 12 minutes, en 12 minutes chrono, je crois, 12 minutes, moi j'ai compté 12 minutes, sauf si ma montre est déréglée. En 12 minutes, il a tout dit de ce qu'il veut faire et ses engagements qu'il prend. En 12 minutes, vos attentes ont été comblées? Oui, pour moi, il a tout dit. Mais j'aurais bien voulu être... j'ai soutenu ce gouvernement, nous avons tous souffert quand même. Moi, j'aurais voulu qu'on dise dedans comment on peut se vanter de nos 5 ans passés. Mais ce n'était pas là. Tout le monde ne peut pas avoir ses attentes dans le discours. C'est pour ce que nous disions en début d'ici d'émission, c'est l'essentiel. Il faut s'en tenir à l'essentiel, ce qui est important, et non passer du temps à regarder ce qui s'est passé hier. Parce qu'on n'a pas dit, nous n'avons pas parlé des villes qui ont changé. Donc nous sommes tous contents à l'unanimité. Même les adversaires, il n'y a pas d'adversaires sur ces choses-là. Mais cela n'est pas, on n'a pas fait ce bilan-là. Il a fait le bilan lors des tournées, mais il ne revient pas dans un discours encore faire la synthèse. Mais c'est un discours historique. Et pour cela, je crois qu'il a dit l'essentiel. Eh bien, le chef de l'État a prêté serment le dimanche dernier, déjà le mardi. On a eu connaissance du gouvernement, un gouvernement de continuité, dirions-nous. Est-ce que les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs, selon vous? Je crois qu'il n'y a pas eu grande surprise dans ce gouvernement qui a été publié. Quand l'on sait... Déjà, à partir du discours d'investiture, quand vous regardez, et à partir des différents contacts politiques, si vous en savez quelque chose,
c'est que le président était satisfait de son équipe qui l'a conduit à la victoire. Première chose politique, souvent on ne fait pas, comme nous avons tous l'habitude de dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est ça qui a obéi, je crois, à cette reconduction de presque la quasi-totalité du gouvernement, en tout cas dans dans les déclinaisons des différents ministères. Peut-être un seul ministère qui a disparu d'une certaine façon, mais on y reviendra peut-être. C'est une chose qui était presque nécessaire stratégiquement, mais il y a eu, peut-être tout à l'heure, mon collègue se plaignait que quelqu'un de chez lui est parti. Je lui dis, il n'est pas parti. Il est parti pour rester. Ce n'est pas un problème, ça. Voilà une garantie. Ah ouais, une garantie qui fait la joie. Il pour rester parce qu'il sera toujours aux côtés du chef de l'État pour apporter son expérience. Mais je pense qu'il appartient au chef de l'État, à tout moment, c'est lui qui fait un gouvernement, d'apprécier ses collaborateurs et de savoir qui lui permet, selon sa vision, selon ses compétences, d'atteindre un certain objectif. Je crois qu'il a trouvé que ces projets qui sont, puisqu'on a fait la campagne au moment où il était à la vitesse de croisière, je vous ai dit, dans les réalisations nationales. Enlever un ministre souvent à ce niveau-là, c'est reprendre, c'est accuser du retard. Et quand la personne a prouvé sa compétence, je crois que ce que vous cherchez, c'est la compétence. Si elle est déjà là, ce n'est pas la peine de l'enlever pour changer. Je crois que chacun de nous, en tout cas moi, je m'attendais à ce que le gouvernement ne change pas sensiblement. C'est vrai, nous sommes sortis d'une campagne politique. Je m'attendais aussi à ce qu'il y ait d'entrée de personnes ou de partis qui ont leur soutien au chef de l'État et qui n'étaient pas dans le gouvernement, qui l'ont peut-être négocié. Ça, je suis un homme politique, je devrais m'attendre à ça. Il y a eu une entrée, tout le monde a apprécié ce qui est fait là, mais je pense que ça obéissait à la nécessité de rassembler tout le monde et de faire, même de faire des ouvertures et montrer que dans le prochain quinquennat, tout le monde va compter, comme il l'a dit dans son discours. Anagonou Georges, peut-on parler de déception dans le rang des partis et mouvements politiques, si on s'en tient à ce que vient de d'énumérer C.O. Hassan Seibou, le député de la 14e circonscription, parlant des mouvements qui ont soutenu le chef de l'État? Il s'attendait à autre chose et il a constaté autre chose. Je le connais revendicatif comme moi, donc on se connaît dans la lutte et que s'il ne s'est pas habillé trop de politique, vous avez vu comment il a tourné, oui, je suis un homme politique, ce qu'il y a, c'est que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, parce que j'ai vu des gens faire le point pour dire il y a tel nombre de ministres BR, il y a tel nombre de ministres UP, c'est... Non, au fait... Il n'y a que vous, il n'y a que eux. Non, mais je vous explique. Lorsqu'on a fait une bataille comme ça, et que les hommes politiques ont mouillé le maillot, d'accord? À la sortie, il y a eu la conquête du pouvoir, ils attendent l'exercice du pouvoir. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, et qui sont membres de partis politiques, comme on le dit, ils n'étaient pas vus trop comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà là quand les partis ont été créés. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont allés au gouvernement parce qu'ils appartiennent à UP ou parce qu'ils appartiennent au BR. Non, mais c'est une fidélité renouvelée à ces deux partis de la mouvance. Oui, si vous allez voir. Et donc, moi, j'ai dit que je voyais ce gouvernement beaucoup plus technocratique. D'accord? Beaucoup de techniciens à leur place. Et sociologue, j'ai l'habitude de le dire, si vous mettez que des techniciens, ils sont à la reconstruction économique. Et lorsqu'ils sont à la reconstruction économique, le social n'a pas trop de place. Le social n'a pas trop de place. Donc, dans des analyses aussi des plateaux, je disais qu'il est temps qu'il y ait une bonne dose d'hommes politiques. Pourquoi? Parce que les hommes politiques, c'est eux qui sont très proches du peuple.
C'est eux qui doivent retourner sur le terrain, rendre compte au peuple de ce qu'ils ont fait. Le technocrate, ce n'est pas vraiment son problème. Si le technocrate était dans une institution internationale, quand le gouvernement va cesser, il va retourner à son institution internationale. L'homme politique ne fera pas ça. D'accord? Mais, et ce que le chef de l'État a fait répond au fait que, moi j'ai dit, je comprenais la difficulté qu'il a. Et c'est ça que le noir venait de dire. Mais il a réussi avec une équipe. Il a réussi avec une équipe. Et il y a ce qu'on appelle le cycle d'un projet. Moi, j'ai fait le ministère des TP, je sais de quoi je parle. De l'identification du site où on veut construire la route, des études, mobilisation de ressources, vous avez déjà fait plus de 5 ans. D'accord? Et donc, si on prend le PAG à plusieurs niveaux, on était à près de 70%. D'accord? Donc, le gouvernement était à sa vitesse de croisière. Tous les ministres étaient engagés. D'accord? Alors, voilà que on a fait les élections et on s'attendait à ce que le chef de l'État mette un nouveau gouvernement en place. Cette difficulté-là, il avait. Et il a annoncé, moi il dit, il a annoncé, nous qui étions en train de pronostiquer, nous avons fait fi de la déclaration du chef de l'État. Parce que quand on a fini les élections, je le rappelle, chez lui, quand les hommes politiques, les partis politiques qui ont travaillé étaient autour de lui, il a dit quelque chose. Il faut toujours le suivre. Il dit, l'équipe était en place, elle est en place, je ne sais pas si Hassan se rappelle, et elle sera encore en place. Également dit qu'il ne veut pas former un gouvernement de remerciements. Et après quelques jours, un journal a sorti pour dire que le chef de l'État a rencontré les patrons des partis politiques et qu'il a été clair avec eux pour dire l'équipe est déjà en place, de ne pas s'attendre à un grand mouvement. Mais nous sommes des analystes politiques. Nous ne nous étions pas permis de ne pas pronostiquer et de ne pas dire selon nous ce qui peut être la charpente d'une nouvelle équipe. Surtout que le chef de l'État a dit un quinquennat hautement social. Hautement social, si vous mettez trop de techniciens. Mais ce qui rassure, c'est que le président Talon a toujours montré qu'il est un commandant de bord. Donc je me permets cette liberté d'analyste politique et de socio-anthropologue qui voudrait que tout ce qu'on fait, ça puisse tomber dans les poches. C'est-à-dire, lorsque le panier de la ménagère ne serait pas amélioré, à la fin des 5 ans, le président Talon aurait raté. Raté pourquoi? Parce qu'il a demandé de serrer les ceintures pendant les 5 premières années. D'accord? Et on a fait, ça leur a permis de mettre en place les structures, les bases d'un développement économique. Ce qui reste maintenant, c'est qu'il faut, comme lui-même l'a dit dans il faut transformer les serres. Transformer les serres, c'est faire en sorte que les gens puissent sentir dans leur vie, mais je dis dans leur vie personnelle, dans leur vie de tous les jours, que l'effort que nous avons fait et dont le chef de l'État a parlé amène ces trucs. Seulement ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Nous ne sommes pas dans un État où le chef de l'État va appeler tout le monde un jour pour dire venez prendre 10 000. Ce n'est pas ça le social dont on parle. Le social dont on parle, c'est l'impulsion économique, la facilité que l'État va offrir aux entrepreneurs parce que c'est eux qui vont créer les emplois dont nous passons. Or, bon, nous avons traversé une période où beaucoup d'entrepreneurs ont estimé qu'ils ont été obligés de fermer ceci, cela, parce que nous n'avions pas la bonne habitude. Lorsque vous devez payer 100 millions d'impôts et que vous négociez avec quelqu'un pour payer 50 millions et comme ça vous dites que vos affaires prospèrent, c'est faux, ça ne prospère pas. Donc, aujourd'hui, les bases sont bien posées pour qu'on puisse savoir que lorsque vous allez entreprendre, voilà dans quel cadre légal vous devez entreprendre. Si tout le monde se met là-dedans et les entrepreneurs sont formés là-dessus, c'est ce que je demande, qu'on forme les entrepreneurs, qu'on leur donne l'éducation qu'il faut. Le tissu entrepreneurial national, elle est très importante et moi j'y tiens. Donc les partis politiques qui ont soutenu le chef de l'État n'ont pas à se plaindre d'entendre. Alors, mais je pense que l'honorable Hassan est là. Qui l'ont porté. Non, il y a quelque chose, c'est-à-dire que le point que les journalistes ont eu à faire, vous l'avez dit tout à l'heure, et ceux qui sont des ministres et qui sont membres de certains partis politiques, je voudrais leur demander d'aller encore écouter leurs partis politiques, d'aller écouter les députés, d'aller écouter les patrons des partis politiques pour savoir qu'il y a certaines ambitions des partis politiques et que c'est à eux de faire sortir ces ambitions-là et de suivre aussi effectivement l'impulsion que le chef de l'État donnera. Parce que si vous êtes technicien et que l'évolution pour vous, c'est 1 + 1 = 2,
égale 2, et que vous ne pensez pas que socialement, 1 plus 1 peut donner moins 1 parfois, et que vous devez réussir là-dessus, eh bien vous aurez resté homme en papier, vous ne serez pas entré dans le peuple. Et ça, ce n'est pas bien. Et on a constaté quasiment qu'un ministère a été supprimé de ce lot, le ministère de la Communication. Était-il important? Je veux d'abord vous dire que ce gouvernement a connu une sorte de réorganisation qui n'apparaît pas trop clairement pour tout le monde. Vous savez, il y a eu un ministre aussi chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Ça veut dire que dans l'action désormais, le chef de l'État met un point d'organisation technique et que lui se charge beaucoup plus d'organisation politique de l'action. Donc il s'est déchargé d'une part. Exactement. Quand on met quelqu'un pour coordonner, ça veut dire qu'il coordonne, il rencontre. C'est quelque chose d'important qui a été posé. Mais pour la question du ministère de la Communication, de la Poste, on a dit, qui n'est plus là, de mon ami Orola, qui a pourtant joué, on l'a vu, on l'a beaucoup vu, c'est un des ministres les plus vus dans la campagne comme dans l'exercice du gouvernement. Mais en vérité, en dehors de la Poste, la question de communication était bicéphale pendant les 5 ans, selon moi. Qu'est-ce que vous y mettez? Premièrement, toute la communication était centrée au niveau du palais, à la présidence. Tous les ministères qui veulent organiser leur communication, c'était plus comme par le passé. Il y a eu une réforme qui a ramené tous les projets de communication et de visibilité du gouvernement au niveau de la présidence de la République, dont s'occupait M. Wilfried Ungwedi, je connais mes amis Edouard Loko et autres, dans une structure qui organisait cette communication. Or, le ministère de la Communication, qui devrait normalement dans le gouvernement aussi faire presque la même chose, présente un doublon à ce niveau. Je dis à ce niveau. Le reste, c'est beaucoup plus la presse privée qui peut se plaindre, s'inquiéter, parce que j'entends les gens dire nous sommes orphelins. Mais en vérité, c'est que c'est du privé. Et dans la pratique, est-ce que c'est à tort ou à raison, tout a été pratiquement basculé sur la hack au niveau de l'organisation de la presse privée. Et c'est vrai, on ne peut pas demander au gouvernement d'encadrer une presse privée, enfin de façon directe, non. Ils sont autonomes, mais eux-mêmes ont amené au niveau de la hack le problème d'appui à la presse privée et autres qui se géraient ailleurs. Et c'est normal. Si c'est l'État qui doit, si c'est un ministère qui doit partager de l'argent à de la presse privée, il y a corruption de fait. Il y a problème. Donc, quelque part, c'est comme si on devrait redéfinir la communication, ce qu'on met dans la communication. Tout dépend de ce que chacun met. Je crois que le chef de l'État lui-même a dit ils n'ont fait que de la propagande politique. La propagande politique relève du chef de l'État. Et donc, il l'a ramené au palais. C'est ça la restructuration. Il a nommé quelqu'un, un secrétaire général, à qui il a attribué ce rôle de communication du gouvernement. C'est très clair. Donc, c'est une réforme qui enlève un certain embarras sur le partage de la fonction communicationnelle. La deuxième chose, c'est que quand vous regardez le ministère, c'est la Poste en dehors de cet aspect. Je pense que la Poste est dans une sorte de coma que nous connaissons. Peut-être que c'est sa restructuration qui était confiée à un ministre qui n'a pas vraiment de marge. Aujourd'hui, le travail de la Poste, c'était quoi essentiellement? C'est de porter le courrier et les colis de ceux qui les expédient à quelqu'un d'autre. Quand vous prenez le Bénin d'aujourd'hui, mais personne n'envoie plus les courriers par poste. Moi, je ne me rappelle même plus de ma boîte postale que si les enfants me disent, c'est écrit ici, là, ta boîte postale.
Donc, il y a des choses qui, avec le temps, perdent leur valeur. Les colis, quand vous allez acheter les lignes de transport, là, Comfort Line, ATT, tout ça, là, vous allez avec un colis, 2000 francs, le monsieur reçoit le colis, on l'appelle, il vient chercher. Ça veut dire que le dynamisme du secteur privé a fait que ce rôle qu'on avait donné à une structure publique est en train de perdre de valeur. Aujourd'hui, vous avez des structures privées qui ont plus de compétences même dans le partage du courrier. Les DHL et autres là, chacun de nous connaît aujourd'hui ce que c'est au plan international. Donc, pour relever la poste, ce n'est pas aussi facile. Et le chef de l'État, en tout cas moi j'ai senti là qu'il ne veut pas perdre son temps dans quelque chose que chaque matin, les gens sont en train de lui prendre sa compétence. Tout ce qui reste à la poste aujourd'hui, c'est le fait d'envoyer de l'argent quand vous voulez faire les trucs de transfert, envoi de monnaie électronique, là. Et c'est seulement au Bénin que ça marche. Mais aujourd'hui, les privés sont encore sur ce secteur-là et font parfois meilleur que la poste où c'est les services de l'État. Et vous savez, les services d'État ne peuvent pas faire du commerce. C'est très difficile à faire. Donc, pour moi, la disparition de ce ministère est une logique si on ne veut pas entretenir une certaine confusion. Parce qu'il faut demander si M. le ministre Orula devait faire la communication, il fallait qu'il aille puiser son budget au niveau du budget communicationnel de la présidence de la République. Je pense qu'il y a un hiatus. Et je pense que le président, en réglant cette question, a également donné d'explications à cette décision qu'il a prise. Oui, il a donné des explications. Je pense que l'honorable était déjà passé là-dessus. Une décision courageuse, c'est de dire, moi, je ne veux plus caporaliser la presse. La presse privée, elle n'a qu'à rester indépendante. C'est une décision courageuse. Parce que quand vous prenez votre indépendance, moi je l'ai dit, quand les gens parlent de la liberté de la presse et tout, je dis, c'est les hommes de médias même qui doivent faire leur liberté. Et la liberté de la presse. Par exemple, si je dois attendre que ce soit un contrat avec le gouvernement qui me donne 500 000 pour que ma presse puisse vivre, vous gérez quelle liberté de presse en ce moment-là? Vous voulez être libre? Vous voulez être libre comment? Et donc, voilà un régime qui dit non. L'aide publique à la presse privée, c'est retenu par les tests. D'accord? Et quand c'est retenu par les tests, il y a une institution aussi créée par les tests pour protéger la liberté de la presse. Et par la loi, c'est la HAC. Donc aujourd'hui, moi j'ai dit, certainement l'ambition du chef de l'État, c'est de voir comment est-ce qu'on peut peut-être revoir et la loi organique de la HAC pour lui permettre de pouvoir gérer pleinement la presse publique et la presse privée. Parce que ce qu'il y a est que il y a plein de gens de la presse dans la HAC. Peut-être encore qu'aujourd'hui, quand on lui donne beaucoup plus de rôle en matière de gestion comme ça de la presse, eh bien peut-être qu'on va encore prendre des tests qui vont faire qu'il y aura encore beaucoup plus de journalistes dedans. Mais lorsqu'on vous donne votre chose vous-même, vous devez être à même de gérer. Vous devez être à même de gérer et ne plus attendre forcément que je puisse avoir un contrat parce que c'est de bonne guerre. Si je vous donne de contrat, vous devez parler de moi. Vous ne devez pas me critiquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si une presse peut s'organiser de manière à se passer de ce contrat-là, eh bien, cette presse-là dira librement les choses et ne pas encore avoir peur du quotidien de sa presse. Parce que, vous le savez, notre presse est à l'étape un peu fragile. Quelles sont les presses ou quels sont les organes de presse qui puissent nourrir réellement les journalistes aujourd'hui? Même la convention, elle n'est pas respectée. Nous devons, ce corps-là a besoin d'être réorganisé. Et l'avantage, car la décision du chef de l'État, c'est que cette décision-là instaure le réel débat. Le vrai débat sur la presse commence maintenant. Comment est-ce que la presse va s'organiser pour se prendre en charge elle-même et garantir en même temps? Parce que, vous savez, les institutions internationales qui nous notent, Reporters sans frontières et tout ça, considèrent qu'une presse qui a de contrat avec le gouvernement ne peut parler bien du gouvernement. Et donc, ça fait partie des éléments qui font qu'on nous classe, on nous déclasse sur le plan international. Donc, aujourd'hui, ne nous chamaillons pas, qu'on ne s'agite pas.
mais qu'on prenne à tête reposée la décision du chef de l'État. Et il a raison. Parce que moi, c'est quand même, comme excuse, mais ça fait peut-être 25 ans que j'ai une partie de ma vie en France et une partie de ma vie ici. Je n'ai jamais entendu parler d'un ministère de la communication. Il n'y en a pas. Il peut y avoir un ministère de la nouvelle technologie, chargé du numérique. Ça, c'est des trucs régaliens, ça, dont l'État peut se préoccuper pour développer cela. Mais le reste, en ce qui concerne la vie de la presse elle-même, eh bien, la presse doit se prendre en charge pour pouvoir bien gérer cela. C'est une occasion, à mon avis, qu'on a, le chef de l'État a fait. Et puis, ce qui est bien souvent dans cette décision, il sait que la décision va poser débat. D'accord? Mais lui prend la décision pour introduire le débat, pour que là où il y a l'abcès, on puisse aller crever l'abcès et faire avancer le domaine. Moi, avec mes amis de la presse, mais je pense que c'est une occasion qui est donnée pour que nous puissions réfléchir réellement sur le métier et que chacun devienne libre. Ce qui me ferait plaisir quand je viens dans vos studios, c'est de m'assurer que ceci, qui est une institution privée, vous avez les moyens de payer vos équipements, vous avez les moyens de payer tous ceux-là qui travaillent avec vous et qui attendent. Si vous allez attendre que l'aide de la presse arrive, bon, non, pas l'aide, que le contrat gouvernemental arrive, eh bien, vous allez attendre, surtout avec la décision que le chef de l'État vient de prendre. Mon souhait est que la presse puisse saisir cette occasion-là pour que demain, on ait une presse réellement libre, libre d'elle-même, une liberté protégée par elle-même et une vraie profession où il y a la responsabilité, où un journaliste sait qu'il a son salaire et un technicien sait qu'il a son salaire qui dépend de la maison où il travaille. Nous tendons vers la fin de cette émission. Hassan Seibou, honorable Hassan Seibou. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce gouvernement pour ces 5 prochaines années? Je pense que la première des attentes, c'est de voir ce qui a commencé, être fini, ou tout au moins être posé de façon que les générations futures puissent en profiter. Le président l'a dit dans son discours, c'est pour quelque chose de durable. Vous savez, moi j'ai appris à regarder le président Talon, et pour le comprendre, il faut savoir de quelle façon il voit les choses. Il voit les choses très loin. Ce président n'est pas un président qui veut se faire évaluer dans les 5 ans ou dans les 10 ans que nous sommes en train de faire ici. C'est un homme qui veut donner à ses actions et à lui-même personnellement un rendez-vous dans 50 ans. À la génération dans 50 ans, pour qu'on puisse dire oui, telle chose était faite par le président Talon. C'est un des présidents qui a l'ambition de laisser au pays une marque qui conditionne des générations. Si bien que ce qu'il veut faire aujourd'hui dans les 5 prochaines années, vous allez voir, il faut le placer comme ça pour comprendre ses motivations. Pourquoi il est courageux, pourquoi il est déterminé, pourquoi il considère pas les amitiés même. Pourquoi il ne considère même pas les adversités? Vous avez vu dans le discours, il a rappelé que maintenant, là, si on peut mettre de côté nos adversités, ce que nous avons fait dans l'adversité, là, si nous mettons nos adversités de côté, nous ferons beaucoup plus. Il a montré une ouverture. Et je pense que c'est quelqu'un qui voit beaucoup trop loin. Regardez la composition pendant les 5 ans de son gouvernement, du Parlement, de tout. Mais ceux qui l'ont combattu pour qu'il arrive au pouvoir, se retrouve en bonne position dans ces structures-là. C'est quelqu'un qui donc dépasse certaines limites que nous, en matière politique, on essaye de regarder. Nous sommes sortis des élections, je me suis battu, je veux mon poste. C'est pas ça. Ce monsieur peut aller appeler son adversaire et le faire asseoir et travailler. S'il ne regarde pas très loin, il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas le faire. Donc, pour moi, de ce gouvernement, j'attends que cela reste constant. Tous les sacrifices qu'on nous demande, oui, pourvu que ce soit pour quelque chose de durable et quelque chose d'utile pour ce pays, pour des générations et des générations. Il n'y a pas autre chose. J'attends peut-être que les conditions de vie, les gens se sont plaints, il faut le dire, tout le monde se plaint, mais il faut que dans les poches de chacun, on sente l'amélioration. Maintenant, on a les bases. J'ai entendu les chiffres du port
il y a quelques semaines, le port qui est le poumon de notre économie. Si cela peut continuer comme ça, je pense que chacun de nous, les activités, puis c'est un effet d'orgue, vous savez, il y a des effets d'entraînement économique. Donc ça, j'espère beaucoup que ça va bien se passer. Je sais que le Nigeria va devenir docile avec nous, qui est notre grand partenaire, dont on ne peut pas se passer, mais dont nous avons besoin pour beaucoup d'échanges. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir que je place dans ces 5 ans qui viennent, parce que les 5 dernières années ont été ceux d'un défi naturel et des défis politiques qui faisaient comme des coups qu'on assénait au président Talon au cours de son mandat et qu'il a relevé. Fermeture de la frontière, Covid. Et vous avez vu, juste après les élections de 2016, la difficulté avec le Nigeria a commencé automatiquement. On en était là, le Covid est venu frapper. Beaucoup d'autres événements qui devraient lui faire avoir un résultat négatif. Mais il ne s'est pas découragé. International, vous avez vu, Zichou a témoigné. Pendant que des pays avaient des taux de croissance négatifs, nous étions à près de 3%. Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays de la sous-région, sinon de l'Afrique, qui tient un taux de croissance acceptable et incroyable au regard du fait qu'on n'a pas de ressources naturelles, nous n'avons pas de leviers, de pétrole et tout ça, mais nous avons tenu. J'espère et je prie Dieu pour qu'il ne nous crée plus de difficultés de ce genre et que pendant les 5 ans, le président Talon et ce gouvernement puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, votre mot de fin, Monsieur Georges Anagonou, vos attentes pour ce gouvernement ou pour ce quinquennat? Moi, je tire mes attentes de la déclaration du chef de l'État lui-même, c'est-à-dire tirer du discours. Premièrement, un quinquennat hautement social. C'est vrai que Hassan l'a dit vers la fin, mais moi j'y tiens vraiment. Et sinon, le président va passer et il nous a demandé de serrer des ceintures. J'ai dit quelque chose que peut-être je peux répéter chez vous ici. J'ai dit si le président Talon n'avait qu'un seul mandat, ce qui allait arriver, c'est que c'est celui qui va arriver après lui qui va bénéficier des fruits, des efforts qu'il a fournis en tant que chef d'État. Maintenant, on a la chance qu'il a ce second mandat-là. Comme il a dit, il n'a qu'à transformer les essais. Et en tant qu'homme démocrate attaché à la liberté et à la démocratie, je voudrais aussi prendre cette phrase-là qu'il a dit, devise, liberté, démocratie et bonne gouvernance. J'y tiens beaucoup parce que peut-être pour pouvoir nous préparer économiquement, nous avons certainement piétiné des choses, peut-être des libertés. Nous sommes rentrés dans un quinquennat où nous allons tout restaurer. Et désormais, on parlera de nous sur le plan international. On dira c'est exemple de démocratie, mais on dira aussi c'est exemple de développement économique. C'est important pour nous. Et voilà, chers amis internautes, ainsi prend enfin cette émission. C'était donc le regard de nos invités sur la cérémonie d'investiture et le discours du chef de l'État autour de ce plateau. Pour le décryptage, il y avait bien sûr l'honorable Hassan Seibou, et il est député élu dans la 14e circonscription électorale sur la liste le bloc républicain. En face de lui, Georges Anagonou, il est lui analyste politique et socio-anthropologue. Merci à toute l'équipe technique grâce à qui vous nous recevez chez vous. Merci également à vous qui ne ménagez aucun effort pour nous suivre. À très bientôt pour un autre numéro de l'actualité à la loupe. C'était donc avec Josia Web TV.